Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue technique. Nous avions déjà parlé de modèles grand public comme la Skoda Enyaq ou la Kia EV6. Il est temps d'entrer dans le monde du luxe. Si la marque Mercedes-Benz est synonyme de progrès technologique, c'est grâce à la classe S et à toutes les innovations qu'elle a introduites dans nos autos. Elle laisse désormais la place à une nouvelle génération de grandes berlines de luxe électriques que nous allons décortiquer pour voir si elle peut réellement prétendre au trône ultime de la gamme Mercedes et en perpétuer la tradition d'innovation. Pour beaucoup d'entre nous, la marque Mercedes-Benz représente une histoire remontant au début de l'automobile. Ce n'est pourtant pas tout à fait vrai. En effet, le groupe Mercedes-Benz AG ne naît qu'en 1926, sous l'impulsion de celui qu'on peut réellement appeler le père de l'industrie automobile allemande, Ferdinand Porsche. Alors patron de Daimler Motorengesellschaft, il propose une fusion à Emil Jelinek, inspirateur de la marque qui porte le nom de sa fille et qui distribue les automobiles Daimler à Monaco. L'opération se fait avec un troisième partenaire, Benz et compagnie, pionnier de l'automobile et du moteur à combustion interne. La puissance industrielle du nouveau groupe allemand s'accroît alors. L'entreprise garde toutefois une taille en rapport avec sa philosophie, l'innovation technologique et le luxe. Mercedes a été le premier à proposer certaines innovations, bien souvent sur les vaisseaux amiraux de la gamme, les classes S. Ainsi, ce sont l'ABS sur la W116, les airbags sur la W126, l'ESP sur la W140 ou le régulateur adaptatif sur la W220 qui font leur apparition, et qui deviendront la norme plus tard dans l'automobile de Monsieur Tout-le-Monde. Pourtant, Mercedes ne se ferme pas aux innovations extérieures, surtout lorsqu'elles viennent de France. Ainsi, certaines Mercedes se verront dotées de suspensions oléopneumatiques Citroën. Même les usines seront dotées d'unités robotiques Renault Automation. Avec la Smart, c'est un autre constructeur qui fait son entrée dans le cercle des partenaires de la marque à l'étoile, même si à l'époque, elle n'avait pas encore produit une seule voiture. Pour réaliser la première Smart électrique, l'Allemand fait confiance à une toute petite société américaine dont il est actionnaire, Tesla. Les échanges entre les deux entreprises sont indéniables des deux côtés. Tesla influence Mercedes dans sa technologie électrique, tandis que l'américain adopte des sous-ensembles allemands sur ses modèles S et X, dont certains éléments sont parfaitement identifiables, comme les commodos de la colonne de direction ou les boutons de lève-vitre. Pourtant, le directoire de la firme de Stuttgart change ses plans et revend ses parts dans le capital du constructeur américain pour continuer son bonhomme de chemin en solo. En 2021, Mercedes signe une année record de près de 2 100 000 livraisons. Dans ce chiffre, on trouve un peu moins de 230 000 véhicules électrifiés et surtout près de 50 000 voitures 100% électriques. Pourtant, technologiquement parlant, la gamme Mercedes EQ 2021 ne représente pas encore vraiment l'avenir de la marque, car elle est basée sur des modèles thermiques. Mais tout cela est en train de changer. Le QS et le QE sont les tout premiers modèles d'une nouvelle ère pour Mercedes, et c'est la première de ces deux berlines que nous allons scruter aujourd'hui. Lorsque l'on voit une QS pour la première fois, on ne peut qu'être impressionné par son gabarit. Certes, les Mercedes sont souvent massives, mais cette nouvelle berline en impose. 5,21 m de long pour près de 2 m de large et 1,51 m de haut. Sa forme et ses dimensions sont pourtant dictées par deux critères, l'habitabilité et l'aérodynamique. Presque monocore, le QS peut se targuer d'une pénétration dans l'air hors norme avec un CX de 0,20. Elle tranche fortement avec la classe S et on pourrait se poser la question de la comparaison entre les deux autos. La classe S est statutaire, très luxueuse et construite selon des standards plus proches d'une Rolls-Royce que d'une BMW série 7 par exemple. Si on veut se référer à un produit de la gamme à l'étoile, le QS fait plus penser à une CLS. C'est assez cocasse puisque le QS est une réaction à la Tesla Model S. Et c'est la CLS qui a servi de base de travail aux ingénieurs d'Elon Musk pour le premier prototype de sa grande berline. Celui-ci n'est pas surnommé White Star pour rien. Le studio de design Tesla y voyait une référence à l'étoile Mercedes et un hommage à ses ingénieurs. Le QS est pourtant plus vaste que la CLS et dispose d'une caractéristique étonnante à ce niveau de gamme, un haillon. Et oui, alors que tous les constructeurs de voitures de luxe préfèrent la malle, Mercedes a décidé de copier Tesla en adoptant cette cinquième porte très pratique,
mais qui comporte aussi quelques inconvénients. En effet, si maîtriser les bruits d'air ou la rigidité de la caisse avec ce type d'ouvrant représente un défi, c'est à l'ouverture que les passagers arrière en pâtissent. Pour une voiture de maître, un taxi ou une limousine de luxe, ouvrir le haillon provoque des courants d'air bien peu agréables dans la nuque des passagers déjà installés. Dans les pays chauds, c'est également une ouverture supplémentaire pour le sable ou la poussière qui peut entrer dans l'habitacle. On subodore donc que le QS n'a pas pour ambition de concurrencer la classe S ou autre Maybach, mais bien de se rapprocher d'une clientèle aisée, plus moderne et qui utilise sa voiture comme une familiale. Un peu comme une Tesla Model S en fait. Les faces avant et arrière sont en accord avec le style actuel Mercedes. Pourtant, dans les deux cas, le design est un peu moins personnel que sur les générations passées. Les optiques avant semblent un peu datées, tout comme la présence d'une fausse calandre. Les feux arrière aux formes molles se retrouvent également dans les productions chinoises modernes et donnent peu de caractère à la voiture. Enfin ça, c'est lorsqu'on s'arrête aux photos. Pour en avoir le cœur net, je me suis rendu chez Mercedes Eunheim pour voir l'auto. L'effet, en réalité, est plus flatteur qu'en image, et la configuration de couleurs présentée dans le showroom lui donnait un peu plus de dynamisme. Les feux arrière prennent du caractère lorsqu'ils s'allument, détail trop peu visible sur les photos à mon goût. Les roues remplissent bien les ailes, mais n'apportent que peu de dynamisme à l'esthétique de l'ensemble. Voyons maintenant l'intérieur. Monter dans une Mercedes est une expérience unique, et là c'est encore un cran au-dessus de ce que le constructeur allemand nous propose d'habitude. Le premier regard est immédiatement attiré par l'immense planche de bord lisse et brillante. Les trois immenses écrans sont noyés dans une plaque de verre couvrant toute la largeur de l'habitacle. Cuir, chrome et autres incrustations de matériaux nobles font merveille pour offrir un look très haut de gamme, même si parfois ça peut paraître un peu too much. Enfin ça c'est pour la version équipée de l'Hyperscreen BMUX, j'en sais rien. Enfin l'Hyperscreen quoi. Il n'est présent que sur certaines versions seulement. L'intérieur de base n'a pourtant rien d'un design au rabais et se révèle extrêmement agréable et bien pensé. La tablette centrale regroupe beaucoup de commandes et s'avère assez facile d'utilisation. C'est un système qu'on connaît déjà puisqu'il arrive en droite ligne de la grande sœur classe S. Pourtant, de l'avis de beaucoup d'observateurs, les plastiques manquent de moelleux, ce qui donne une impression en retrait par rapport à une classe S. Encore une raison de penser que le QS a une cible marketing différente de la grosse limousine. Les nombreuses signatures lumineuses dans l'habitacle sont bien réalisées, mais encore une fois, rappellent fortement les productions de luxe chinoises. Avec l'intérieur blanc, les grands écrans et les parements en bois rappelant les ponts de bateaux de luxe, l'intérieur de la voiture fait écho à la Maybach 6 Vision Cabriolet, qui est à mon avis l'un des plus beaux concept cars jamais réalisés par Mercedes. L'habitabilité de la voiture est excellente, et avec le toit panoramique, la garde au toit à l'arrière est plutôt bonne. Le coffre s'avère immense avec 610 litres de contenance, ce qui compense l'absence de coffre avant. D'ailleurs, le capot avant n'est pas destiné à être ouvert par le client, ce qui explique l'absence de vérin de levage. Le remplissage du lave-glace se fait au niveau de la lave gauche, sous une trappe prévue à cet effet. Avant de continuer, je tiens à remercier Enya pour son accueil à la concession de Eunheim, et des informations qu'elle a pu me donner. Souriante et compétente, elle a pris le temps de me montrer la voiture et de m'en expliquer certains détails. Un grand merci à elle. Passons maintenant dans le dur du sujet, la technologie. Et là, on ne va pas manquer de sujets sur cette Mercedes. La plateforme de l'EQS est en effet totalement nouvelle et peut s'adapter à plusieurs tailles de voitures. Alors que les anciennes Mercedes EQ faisaient généralement appel à des moteurs asynchrones, l'EQS reçoit de nouveaux moteurs synchrones à aimant permanent, disposant d'une architecture à 6 phases, permettant une meilleure efficience et une plage d'utilisation étendue. Cette technologie permet à la voiture de se passer de boîte de vitesse, et donc de disposer d'un ensemble motopropulseur compact et fiable. Cette configuration permet également de maximiser la régénération au freinage que Mercedes a voulu intelligente. En effet, grâce à des palettes au volant, vous pouvez adapter le mode de régénération à votre conduite et surtout bénéficier d'une régénération modulée en fonction des conditions de circulation. C'est plutôt futé. Deux configurations moteurs sont possibles, soit avec un seul moteur de 333 chevaux placé sur l'essieu arrière, soit avec deux moteurs et une puissance combinée de 523 à 658 chevaux. Ces spécifications sont celles des modèles vendus en France, car il existe également une version un peu moins puissante avec une batterie plus petite, non proposée dans l'Hexagone. Tiens, parlons-en de la batterie. Pour cette auto, Mercedes n'a pas fait les choses à moitié et a fait table rase de certaines habitudes européennes. Pour réaliser un pack de tout de même 107,8 kWh, ce qui est la plus grande capacité commercialisée à ce jour en Europe, le constructeur allemand s'est adjoint les services du leader mondial de la production de batteries automobiles, CATL. Les cellules du fabricant chinois disposent d'une chimie nickel-manganèse-cobalt, éprouvée et efficace.
Si la batterie de 107,8 kWh dispose de 12 modules réalisés en interne avec des cellules prismatiques, la batterie de 90 kWh des versions 350+, proposées à l'étranger, sont faites de cellules poche. Mercedes retombe ici dans les habitudes européennes. Dans ce cas aussi, la chimie utilisée est la combinaison nickel-manganèse-cobalt. Le pack est régulé thermiquement par le bas grâce à des canaux directement extrudés dans la plaque thermique. L'expertise de CATL se remarque également dans les connexions électriques à haute tension qui font appel, comme sur les modèles 3 propulsion, à des collecteurs de courant plutôt qu'à des câbles. Pour la recharge, l'architecture 400 volts de la batterie permet une charge à 200 kW maximum en courant continu. En courant alternatif, le chargeur embarqué permet de charger jusqu'à 11 kW en triphasé. On retrouve ici des solutions éprouvées par d'autres constructeurs et une architecture proche de la Tesla Model S. A noter également que Mercedes a confiance dans son produit et offre une garantie de 10 ans ou 250 000 km sur la batterie. Niveau suspension et direction, on peut aussi faire un parallèle entre les deux voitures. Suspension pneumatique, direction assistée électrique, tout comme les suspensions multibras sont de la partie. Le QS peut par contre être doté de 4 roues directrices en option, ce qui est intéressant vu le gabarit de l'auto. En revanche, pour la caisse de sa nouvelle berline, Mercedes n'a pas fait confiance au tout aluminium comme Tesla. Si les panneaux de carrosserie et une bonne partie des pièces structurelles sont dans ce matériau, l'acier haute résistance reste présent dans le plancher et certaines parties basses de l'auto. Mercedes met en avant la sécurité passive pour justifier ce choix, même si de nombreux tests montrent que l'aluminium bien utilisé peut faire le job aussi. Les conséquences de ces choix est que la voiture est lourde, très lourde. Avec des poids de 2,5 tonnes à 2,6 tonnes hors option, le QS est l'une des plus lourdes berlines de sa catégorie. Pourtant, son aérodynamique et ses moteurs lui permettent de disposer de consommations raisonnables et donc d'une autonomie conséquente. La version propulsion 450+ se verra généreusement dotée de 729 km d'autonomie par la norme WLTP, tandis que la version sportive AMG 53 se contentera de 577 km. On pourrait penser que ces chiffres sont utopistes, mais certains essais démontrent une autonomie de 400 km sur autoroute, comme l'essai de mon excellent ami Maxime Fontanier sur Automobile Propre. Je vous invite à aller voir sa vidéo, elle est très intéressante. Parlons maintenant un peu de l'informatique de la voiture. On l'a vu, le système est impressionnant par sa taille, mais on va voir qu'il incorpore également des fonctions intéressantes. L'écran qui attire l'attention est celui qui trône au centre de la planche de bord. Doté d'intelligence artificielle, il se veut simple à utiliser. Le graphisme du GPS avec réalité augmentée est saisissante, et nombre de fonctions sont accessibles par commande vocale. Le planificateur de trajet tient compte des conditions de route, grâce à la connectivité intégrée de l'auto. En fait, c'est un peu Google Maps et Google Earth réunis pour vous offrir toutes les informations que vous souhaitez en vous guidant au mieux. Enfin ça c'est la théorie, car certains clients se plaignent de temps de réaction au niveau du rafraîchissement des informations, et préfèrent utiliser des fonctions comme Apple CarPlay ou Android Auto. On perd alors l'avantage d'un tel système. Si le conducteur bénéficie d'une interface très complète, le passager n'est pas en reste. Un écran lui fait face. Il reproduit au choix soit l'écran central, soit d'autres données. Par sécurité, celui-ci ne s'active que lorsque le siège est occupé. De plus, comme le système se connecte sur vos données personnelles, il est sécurisé par un lecteur d'empreintes digitales. Enfin, je vais finir au sujet de cet hyperscreen sur une caractéristique qui me semble intéressante, le retour haptique. Les zones tactiles comportant des boutons sont équipées de petits actionneurs piézoélectriques qui vous renvoient une petite vibration lorsque vous les actionnez. Cela permet d'avoir un retour sensitif qui évite de devoir contrôler visuellement la bonne activation d'une fonction. Je trouve ça très bien et c'est une amélioration que j'aimerais bien voir dans ma Tesla. Les mises à jour à distance sont également de la partie, et contrairement à d'autres constructeurs, ne sont pas limitées au système d'infotainment. Le système de contrôle de la batterie, par exemple, peut être également mis à jour par ce biais, comme les fonctionnalités de conduite. Comme sur une Tesla en fait. Niveau aide à la conduite, la voiture dispose d'énormément de fonctions permettant une conduite automatique. Une caméra 360 est aussi disponible en option, tout comme un système de surveillance par les caméras de bord. Décidément, le mode sentinelle des Tesla a fait des émules, et c'est une très bonne chose pour la sécurité. Il y aurait énormément à dire sur la technologie embarquée dans cette auto, mais ma vidéo est déjà bien assez longue comme ça. Passons maintenant au nerf de la guerre, le prix. Une Mercedes n'est jamais bon marché, et le QS ne déroge pas à la règle. En France, il faut compter un minimum de 128 550 € pour une EQS 450+ de base sans option. C'est loin d'être donné pour une auto de 333 chevaux en propulsion. Niveau équipement, elle est tout de même correctement dotée, même si le double vitrage est tout de même facturé 1 400 €, le pare-brise chauffant 700 et le volant chauffant 600.
En revanche, pour ce modèle de base, vous n'aurez pas l'immense écran du système de l'hyperscreen. Pour l'acquérir, il vous faudra débourser la bagatelle de 8 650 € et accepter de perdre quelques kilomètres d'autonomie en raison du poids et de la consommation électrique de l'installation. À l'autre bout de la gamme, l'AMG 53 est proposé à 162 550 €, mais par le jeu des options, peut tutoyer la barre des 190 000 €. On est bien loin des prix d'une Tesla, mais les deux autos sont-elles réellement comparables? En conclusion, qu'est-ce que je pense de cette Mercedes? Si j'aime énormément l'intérieur de la voiture, le design extérieur me semble un peu fade et manque de dynamisme. Cette impression est toutefois moins présente avec des couleurs tranchées lorsqu'on voit la voiture en réalité. Son design inspire sérieux et solidité. Niveau technique, ce qui me séduit dans cette auto, c'est que les ingénieurs de Mercedes ont réellement pensé leurs produits. On est loin des marques qui jettent pêle-mêle des pièces achetées ça et là en essayant de les faire fonctionner ensemble. Les ingénieurs de Stuttgart n'ont pas choisi la facilité comme beaucoup trop d'autres constructeurs. Ils ont conçu la voiture en faisant preuve d'inventivité, de rigueur technique, tout en collant à la philosophie de la marque. Et c'est bien ce qu'attendaient ses clients, et dans cette optique, ils ont parfaitement réussi leur coup. Reste à répondre à la question titre. Est-ce que la Mercedes EQS est mieux qu'une Tesla Model S? Eh bien oui, et non. Si la finition, l'image, les fonctionnalités ou la personnalisation sont importants pour vous, alors oui, l'EQS est mieux qu'une Tesla. Par contre, si l'efficience, la facilité d'utilisation, les performances ou le rapport prix-prestation vous importent, la Tesla a des atouts que n'aura pas cette EQS. En fait, elles ne sont pas comparables. Mais alors à qui comparer cette nouvelle génération de grandes Mercedes? À l'Audi e-tron GT? À la Porsche Taycan? Je ne le pense pas non plus, elles ont des philosophies différentes. Par contre, elle a une concurrente toute désignée qui pourrait lui être parfaitement confrontée. Et il me tarde de la découvrir lorsqu'elle posera ses roues en France. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao. Eh mais t'as pas dit de quelle voiture tu parlais à la fin? Attends, je pense qu'ils ont tous trouvé, hein. Ben moi j'ai pas trouvé. Je parlais de la Lucide Air. Oh. Ouais mais tu gardes ça pour toi, hein. Ça reste entre nous.